Dans cette vidéo, nous allons aborder le concept de microcontrôleur et également sa programmation en langage assembleur. Alors, tout d'abord, nous allons parler de l'architecture du Central Processing Unit, ce qu'on appelle le CPU, et on va voir également comment programmer le CPU. Voyons d'abord la différence entre ce qu'on appelle un microprocesseur versus un microcontrôleur. Le microprocesseur est très spécialisé et est constitué d'un ensemble de circuits intégrés qui vont communiquer ensemble par l'intermédiaire d'un bus. Et donc, ces circuits intégrés sont placés sur une plaquette. Mais pris un à un, ces circuits intégrés ne sont pas fonctionnels. Alors que le microcontrôleur, lui, est entièrement autonome. À l'intérieur d'un seul circuit intégré, on retrouve tous les constituants pour faire en sorte que le microcontrôleur, en un seul circuit intégré, soit fonctionnel. Et dans le présent vidéo, dans le module 1, nous allons aborder le microcontrôleur. Plus particulièrement, le Atmega 328P qui équipe le petit board de développement Arduino Uno. Le Atmega 328P vient dans un format de 28 pins. Donc, si on regarde le CPU, le cœur du microcontrôleur, le Central Processing Unit, on voit qu'il est constitué, entre autres, d'un Arithmetic Logic Unit qui est responsable des opérations mathématiques et logiques. Il est constitué de 32 registres qu'on appelle les General Purpose Register, donc qu'on va nommer de R0 à R31, donc 32 registres de 8 bits de large. Il y a également ce qu'on appelle le Program Counter, qui va servir, finalement on va le voir un peu plus loin, à indiquer au CPU quelle instruction dans la mémoire de programme chargée pour exécuter. Et il y a le Instruction Decoder qui, lui, va être en charge de décoder l'instruction provenant de la mémoire de programme pour que le CPU puisse exécuter les commandes. Voyons un exemple d'une instruction simple, par exemple le Load Immediate. C'est une instruction en assembleur qui va nous permettre de charger une donnée dans un registre, dans un General Purpose Register, que l'on voit ici en rouge. Donc, ça ici, c'est l'instruction en assembleur, qui est équivalente à l'équation mathématique suivante. Donc, mon registre va prendre la valeur de la donnée ici. Donc, la donnée s'en va dans le registre. Voyons d'autres exemples. Load Immediate, je vais loader la valeur 53 dans le registre 16. Regardez ici, j'apporte votre attention sur le fait que, d'une part, la valeur 53 est décimale. Parce que si j'avais voulu la mettre, par exemple, hexadécimale, il aurait fallu que je mette un signe de dollar ou un 0 avec un petit x pour indiquer que la valeur est en hexa. Comme j'ai rien, donc ça indique que la valeur est décimale. Et aussi, dans une instruction assembleur, je pars toujours de la droite vers la gauche. À droite, c'est ma source et à gauche, c'est ma destination. Ma source, c'est la donnée 53, ma destination, c'est le registre. Source vers destination. Donc, ici, on met la valeur 53 en décimale dans le registre 16. La suivante, donc l'équation mathématique équivalente, finalement, c'est R16 égale 53. L'instruction suivante, cette fois-ci, Load Immediate, je vais charger la valeur 27 en hexadécimale dans le registre 19. La suivante, Load Immediate, je vais charger la valeur 27 en hexadécimale dans le registre 23. Et l'équation mathématique équivalente, le registre 23 va prendre la valeur hexadécimale 27. Et enfin, la dernière, on voit aussi qu'on peut aussi exprimer la valeur à charger en binaire.
Et ça, on l'indique en mettant un 0 et un petit b, ce qui suit l'expression binaire. Je charge cette expression binaire dans le registre 23. Donc, on voit ici un exemple d'instruction simple me permettant de charger une valeur dans un registre. Qu'est-ce qui s'est produit? Alors, mon instruction, load immediate, je l'écris avec un éditeur de texte dans un fichier qui portera l'extension .asm. Et ça constitue des instructions, mais pour qu'elles soient comprises par le microcontrôleur, il faut que ces instructions-là soient transformées en langage machine. Donc, du langage assembleur, on doit le transformer en langage machine. Et ça, c'est le programme assembleur qui le fait. Donc, une fois qu'on aura écrit notre programme, on va faire un build, et là, le programme assembleur va transformer nos instructions, qui sont en fait des mnémocodes, comme mnémotechniques, va les transformer en langage machine. Et à ce moment-là, le format de ce langage machine-là va prendre différentes formes. Entre autres, on va voir que il va générer plusieurs types de fichiers, notre build. Il va générer un .eep qui va être téléchargé sur le EEPROM du microcontrôleur. Il va télécharger un .hex file qui va télécharger dans le flash. Il va y avoir deux fichiers qui vont être très intéressants que l'on va pouvoir éditer. Il va y avoir un .map qui va contenir en fait les instructions en assembleur et leur équivalent en langage machine. Et le .list ici qui va nous donner d'autres informations concernant l'exactitude de ce qu'on a écrit. Et on le verra, on va pouvoir éditer ces deux fichiers avec un éditeur. Et finalement, il va y avoir le .obj qui lui va servir soit pour le simulateur ou soit pour l'émulateur. Donc, voyons donc ici, on a une instruction en assembleur qui me permet d'additionner deux valeurs qui sont dans les registres 1 et 2. Cette instruction-là va additionner la valeur qui se trouve dans le registre 1, va l'additionner à la valeur dans le registre 2 et va sauvegarder la somme de l'addition dans le registre 0. L'équivalent de cette instruction en assembleur en langage machine est ici. Donc on voit que le langage machine, c'est nécessairement du binaire et est constitué d'un opcode, donc l'operational code, c'est-à-dire ce que le CPU doit faire comme opération, et l'opérande, c'est-à-dire un ou deux opérandes, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles l'instruction va agir. Donc ici, on a d'autres instructions, donc un load immediate, et on voit son équivalent ici en langage machine. Un autre load immediate, on voit son équivalent en langage machine. On voit que l'opcode est le même. D'accord? Parce que le langage machine, lorsque l'instruction LDI est transformée en langage machine, eh bien, ça va donner la même valeur 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ce qui change après, c'est évidemment à cause des opérandes qui sont différents. Bien sûr. Et si on regarde la troisième instruction, une fois transformée en langage machine, c'est ici. Donc, on voit que l'operational code de add, c'est 0, 0, 0, 0, 1. Donc, une fois qu'on a vu ça, on voit que mon instruction est constituée d'un opcode, operational code, et de 1 ou 2 opérandes. Ce qui fait que, ici, donc, on a l'équivalent de ce qu'on veut faire, par exemple, en instruction en langage assembleur, et son équivalent au niveau de son code en langage machine, ici. Donc, ici, son équivalent. Ici, ce que je veux faire en assembleur, voici l'équivalent du code de l'operational code en langage machine. Si bien que si moi, dans la mémoire de code, j'ai des instructions, eh bien, une fois l'assembleur va les transformer en langage machine, et c'est évidemment ça que le programme counter, lui, va pointer dans effectivement le EEPROM. Donc, dans l'EEPROM, à l'adresse mémoire 0, il va y avoir le langage machine de l'instruction effectuée avec les opérandes, et ainsi de suite. À l'adresse 1 du EEPROM, de la mémoire programme, et il va y avoir la seconde instruction à exécuter. On va voir ça plus en détail.
Par exemple, ici, on voit que je veux effectuer, par exemple, une instruction. Donc, le contenu de l'adresse 17, je veux le mettre dans le registre A. Donc, ça se traduit finalement en langage machine dans la mémoire programme, ici, dans la mémoire de code. C'est qu'à l'adresse 0, j'ai ma première instruction. Alors, on regarde ici, dans le CPU, mon programme counter est à 0. Le programme counter contient l'adresse de la prochaine instruction à être exécutée dans la mémoire code, dans la mémoire programme. Alors, l'adresse du programme counter est placée sur le bus d'adresse. On voit ici que la ligne de lecture est mise basse pour me permettre de faire la lecture. Et on voit la lecture de l'instruction et on voit que l'instruction qui était à l'adresse 0 dans la programme mémoire est venue s'introduire dans l'instruction decoder qui lui va séparer l'operational code des opérandes pour être en mesure d'effectuer l'opération. Si on doit lire une adresse, l'adresse sera mise sur le bus d'adresse pour faire une lecture, ou s'il y a une écriture à faire, l'adresse va être mise sur le bus d'adresse pour qu'il y ait une écriture qui soit effectuée. Dans ce cas-ci, l'adresse 17 est placée sur le bus d'adresse parce qu'on veut obtenir la valeur à l'adresse 17 pour mettre dans le registre A. Alors, l'opérande contenait l'adresse 17 qui a été mise sur le bus d'adresse. Ici, notre ligne en mode lecture est mise basse pour me permettre de faire la lecture de la mémoire. On voit la valeur à l'adresse 17 qui va être acheminée par le bus de données à l'endroit où il doit aller, c'est-à-dire dans le registre A. C'est ce qu'on voulait effectuer ici. On remarque, entre-temps, que le programme counter s'est incrémenté pour passer à l'instruction suivante dans la mémoire de programme. Alors, l'adresse dans le programme counter est mise sur le bus d'adresse. La ligne de lecture est mise basse pour me permettre de faire la lecture. La lecture de l'instruction qui était à la position 2 dans la mémoire de programme. Et cette instruction a été placée dans l'instruction decoder, qui va procéder donc au décodage de l'instruction, séparer l'opcode des opérandes. On remarque entre-temps que le programme counter s'est incrémenté pour passer à l'instruction suivante. On remarque que ici, le 9 a été déplacé ici. Parce que ce que je voulais faire dans mon instruction, c'est de prendre la valeur qui était au registre A et de déplacer au registre B. Alors, ça a été effectué. Mon programme counter s'est incrémenté, donc on est prêt à exécuter l'instruction suivante. L'adresse du programme counter s'est mise sur le bus d'adresse. Ma ligne de lecture s'est mise basse pour lire le contenu de l'adresse 2 dans la mémoire de programme. L'instruction s'est insérée dans l'instruction decoder. Donc, on va séparer l'opérande des opcodes. Et donc, j'ai une adresse 6 qui a été mise sur le bus d'adresse parce que l'instruction comprend le contenu d'une adresse 6 que je veux mettre dans le registre A. Ma ligne de lecture s'est mise basse pour me permettre de faire la lecture à l'adresse A. Le contenu de l'adresse A s'en vient sur le bus d'adresse et va être inséré là où il doit aller dans le registre A. Mon programme counter s'est incrémenté pour aller à la prochaine instruction à exécuter par le CPU. L'adresse du programme counter est mise ici. Donc, la ligne de lecture s'est mise basse pour lire le contenu de l'adresse mémoire 3 de la mémoire du programme. L'instruction y étant inscrite, c'est amené dans l'instruction decoder. L'instruction decoder va séparer l'opérande de l'instruction, de l'opcode,
Et comme ici, il s'agissait de faire une addition, eh bien, les valeurs ici des deux registres sont allées dans l'arithmétique logic unit, l'addition s'est effectuée et le résultat a été placé en mémoire A ici, comme on le voulait. Instruction. Le programme counter s'est agrémenté, on est rendu à 4. Donc, l'adresse de la prochaine instruction est mise sur le bus d'adresse. La ligne de lecture s'est mise basse pour me permettre de lire l'instruction à l'adresse mémoire 4. L'instruction s'est placée dans l'instruction decoder. Et là, on va procéder donc au démantèlement, c'est-à-dire à la séparation de l'opcode des opérandes. Alors, dans un des opérandes, il y avait une adresse, l'adresse 7, qui est mise sur le bus d'adresse, parce qu'on veut lire le contenu de l'adresse 7. On veut faire une écriture à l'adresse 7 de la valeur qui est dans A. Alors, regardez bien ce qui va se passer avec. Alors là, on met la valeur à écrire sur le bus de données. La ligne d'écriture se met basse, pour me permettre d'écrire la valeur A à l'adresse 7. Et voilà. Donc, j'ai écrit la valeur E à l'adresse 7. Eh bien, voilà. Ça constitue la fin du premier module. Je vous invite à visionner le deuxième vidéo qui va parler du module 2.